quelques jours de Noël, à 7000 km de Paris, l'archipel de la Guadeloupe déroule comme un grand papillon vert ses paysages tropicaux dominés par le volcan de la Soufrière. Tout concourt à la magie, à la séduction de basse et grande terre et de toute une flottille d'îlots étincelants, les Saintes, Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Désirade, la plus déshéritée, parfois surnommée le Caillou, petite île de 27 km², la plus touchée par le cyclone Hugo en septembre 1989. Mais aujourd'hui, la Désirade va vivre un événement extraordinaire, une véritable révolution. Une réelle chance pour son développement, l'installation d'un aqueduc sous-marin qui constitue une première mondiale réalisée par la Compagnie méditerranéenne de travaux maritimes. Celui-ci va fournir aux Désiradiens l'eau dont ils sont privés depuis plus d'1 an, le cyclone Hugo ayant détruit l'unique usine de dessalement de l'île. L'Assemblée départementale a estimé qu'il était nécessaire et indispensable de montrer la solidarité de toute la Guadeloupe envers la Désirade. C'est un investissement lourd, c'est un investissement qui coûte très cher, mais nous le réaliserons. Il s'agit en fait, en utilisant une technique tout à fait nouvelle, d'amener sous la mer 14 km de canalisation à partir de Saint-François, plus exactement à partir de la Pointe des Châteaux. Et nous sommes très heureux, ce n'est pas pour faire un cadeau de fin d'année, mais de voir qu'en 1991, au tout début de 1991, les populations de la Désirade pourront bénéficier de l'eau qui est un élément indispensable. Cela va entraîner une nette diminution du coût de l'eau. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Désiradien paye 75 francs le mètre cube d'eau. Et lorsque la canalisation sera amenée, lorsque les réseaux intérieurs seront installés, le coût tombera à 5 francs du mètre cube comme sur le reste de la Guadeloupe. C'est un élément très important. Et au-delà de l'aspect individuel, l'arrivée de l'eau à la Désirade permettra tout le développement économique, le développement touristique, en permettant aux hôtels et aux structures touristiques d'être alimentés en eau potable, en même temps que l'on va réaliser sur l'île les conditions d'une diversification, car l'eau est un élément moteur pour le développement agricole. En clair, c'est presque une révolution pour l'archipel, et nous continuerons cet effort de solidarité pour les autres îles de l'archipel, puisque dès 1991, nous envisageons de mettre une conduite qui va alimenter les 5 terres de haut et terres de bas. Le 15 décembre 1990, un monstre flottant d'une espèce jusqu'alors inconnue des habitants de la Guadeloupe apparaît à l'horizon. L'entrée de ce colosse des mers aux dimensions impressionnantes, 150 mètres de long sur 56 mètres de large, de cette barge géante affrétée aux États-Unis, marque le début d'une véritable prouesse technique mettant en œuvre des moyens exceptionnels. La pose d'une canalisation d'eau potable entre la Pointe des Châteaux à la Guadeloupe et l'île de la Désirade. C'est de nuit que 150 Mexicains, arrivés par charter et chargés d'effectuer les travaux de soudure, découvrent le monstre marin encore assoupi. Dans leurs regards se mêlent étonnement et respect devant cette usine flottante aux proportions presque inhumaines. Ils sont accompagnés par 16 plongeurs français, munis de matériel de plongée et de surveillance par caméra pour assurer le contrôle de la pose de la canalisation. Cette barge, la DB28, dont la grue principale a une capacité de levage de 860 tonnes et sur laquelle vont travailler jour et nuit 200 personnes, vient majestueusement mouiller dans la petite baie protégée de Saint-Louis à Marie-Galante. La phase préparatoire de l'opération peut donc commencer. 3000 tonnes de canalisation, venues d'Europe sur un cargo hollandais chargé à Anvers, sont embarquées à bord de la barge à l'aide de grues auxiliaires. Ces tubes en acier X52 de 10 mm d'épaisseur sont revêtus à l'intérieur de 5 mm de béton alimentaire et à l'extérieur de 4 mm de polyéthylène extrudé et de 40 mm de béton de protection mécanique et de lestage. Certaines pièces, comme la tête de traction qui sera soudée sur le premier tube, sont façonnées sur place.
C'est en juin 1990 que la CMTM a débuté le travail préalable indispensable à la pose de l'aqueduc sous-marin. Pendant 4 mois, afin de mettre la canalisation à l'abri des vagues cycloniques, tant redoutées dans cette région, et hors influence de la houle, une souille, c'est-à-dire une tranchée sous-marine, a été creusée. Ces travaux, longs et délicats, ont été effectués après un survey complet de 2 mois, une auscultation fine des fonds, afin de déterminer le tracé le plus court et le meilleur de la canalisation, à une profondeur maximale de 65 mètres. Du côté de la Désirade, dans des eaux agitées qui rendent le travail difficile, la résistance des hommes est mise à rude épreuve pour mettre en place le câble de traction. En ce jour 20 décembre 1990, je vis un événement extraordinaire. Je suis vraiment émerveillé de voir tout cet équipement, de voir comment tout est parfaitement bien synchronisé et comment la technique aujourd'hui est très avancée pour permettre de faire des travaux de cette importance. Je voudrais avant tout orienter ma pensée vers le Conseil général, en direction de tous mes collègues de l'Assemblée départementale. Je voudrais avant tout vous dire combien je suis aujourd'hui heureux d'avoir pu contribuer à de tels résultats. Et quand M. Mastanciono, l'ingénieur du génie rural, nous avait fait part de ce projet, il y a eu des moments d'hésitation et je me rends compte qu'il avait bien étudié son affaire. Je voudrais également avoir une pensée au président Larifla, qui est le président de la majorité actuelle de l'Assemblée départementale. Je crois que tout ceci est dû à notre cohésion et aussi au dynamisme de notre administration départementale. Je voudrais également avoir une pensée à notre directeur du service technique, M. Paul Larifla, qui travaille avec moi. Et je crois que c'est l'ensemble de ces efforts de compréhension qui, aujourd'hui, nous permet de vivre cet événement, le démarrage des travaux de cette canalisation. Grâce à un ancrage de 50 tonnes et à l'installation d'une poulie de retour, la barge, à l'aide de son câble de traction, va pouvoir tirer le tube vers la terre. La liaison permanente entre la terre et la barge permet de contrôler l'arrivée du câble de traction. Là, il faut tout d'abord tirer un petit câble avant de mettre en place le câble définitif qui pèse 15 kg au mètre. Enfin, le câble est prêt. La barge s'est positionnée dans l'axe de la souille. C'est maintenant la mise en place de la tête de traction qui va être soudée au tube. Le temps s'écoule paisible dans cet univers en vase clos cosmopolite. Français, Mexicains, Guadeloupéens, Américains cohabitent, mais même loin de sa maison, chacun conserve ses habitudes. Dans le petit matin, un Américain ne renonce pas à son footing et profite de l'aire d'atterrissage pour hélicoptère qui se trouve à l'avant de la barge et qui est encore déserte à cette heure de la journée.
Et c'est de nuit qu'à la pointe des châteaux surgit des eaux comme un gros serpent de mer métallique, la tête de traction. Les pêcheurs des Saintoises, minuscules coqs de noix venus se frotter à ce géant des mers à l'allure insolite, participent à cet événement extraordinaire. Eh bien, l'eau, ils nous ont dit c'est pour la Noël seulement, quoi. Donc on attend pour voir si la Noël arrive. Ça va changer beaucoup ta vie quand il y aura l'eau. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire quand il va y avoir l'eau? Planter les légumes, quoi. Faire des trucs, quoi. Pour mes fleurs, surtout. La barge est maintenant passée en pose courante. Une véritable performance va s'accomplir. L'acier, livré en rouleau, vient alimenter la chaîne de fabrication automatique. Déroulé, il subit les premières transformations qui vont l'amener à sa forme tubulaire définitive. Soudée longitudinalement, la conduite est coupée en longueur de 14 mètres, vérifiée, éprouvée et revêtue à l'intérieur de béton alimentaire par projection et centrifugation. À l'extérieur, après avoir été grenaillée, elle reçoit une couche d'accrochage époxy et passe dans la machine qui va la revêtir de 5 mm de polyéthylène extrudé. Un balai électrique vérifie l'isolement du revêtement avant que le tube ne soit expédié sur la chaîne de lestage. Désaccouplés un par un, ils sont recouverts de 4 couches de béton dont la finition est lissée à la spatule. Le tube terminé, la fabrication de la canalisation sur la chaîne de pose peut se mettre en marche. Après avoir été dirigés vers le plateau de vérification, afin de les préparer à la soudure, les tubes sont amenés dans l'alignement de la canalisation et se présentent pour l'emboîtement. Tout s'enchaîne automatiquement. Une fois emboîtés, les tubes sont centrés. La première passe de soudure des joints est réalisée. Puis, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième passes de soudure sont effectuées. Le contrôle de la soudure est magnétométrique. Le tube passe dans un tensionneur qui permet de garder constante la tension, modulée pour les besoins entre 15 et 20 tonnes. Des gaines thermorétractables sont alors posées pour permettre la reconstitution du polyéthylène. Inlassablement, au-dessus des vapeurs brûlantes, les ouvriers font fondre dans d'énormes chaudrons du béton bitumineux, du brai, livré en plaques et fractionné sur place. Ce brai brûlant est ensuite coulé pour reconstituer le revêtement extérieur et refroidi afin d'être durci. Sur le remorqueur, sorte de chien de garde de la barge, aucun temps de répit non plus. La houle forte provoque quelques dégâts. Il faut remplacer une bouée d'airain sur une ancre. Heure après heure, jour après jour, nuit après nuit, par tous les temps, l'équipage du remorqueur procède au déradage des ancres afin d'assurer la progression de la barge. Les hommes paraissent bien petits auprès de ces énormes bouées aux couleurs vives. Face à la désirade, dans le poste de contrôle de la barge, l'activité est intense. C'est ici que sont regroupées toutes les fonctions de la barge grâce à un système radio Motorola. La position de la barge est donnée en permanence à 1 mètre près, par 3 balises situées à terre. Cela permet de régler tous les mouvements d'ancrage et c'est ici qu'est contrôlée la tension exercée sur le tube. Si l'activité sur le pont est intense, dans le ventre de ce monstre étrange, sorte de village flottant ouvert 24 heures sur 24, la vie semble s'organiser méthodiquement et sans heurts. C'est ici, dans cet univers clos, que l'ensemble du personnel opérationnel, soit près de 200 personnes, mangent, dorment et vivent quelques rares moments de détente.
La confection de petites figurines en fil de fer, de jeux de dames réalisés avec les moyens du bord, la lecture, sont des instants rares, simples, un rien étrange dans cet univers de labeur, de sueurs et de gigantisme. Des instants pendant lesquels les ouvriers semblent retrouver leurs âmes d'enfants. Généralement, les gens de l'équipement travaillent, ou de la DDA travaillent un peu dans la routine. Et dans le sens que nous avons voulu mener une réflexion et à essayer de comparer ce qui se faisait dans d'autres pays en matière d'offshore. Et s'est dit, il y a possibilité, compte tenu de la faible distance, de faire une canalisation sous-marine. Il a mis à l'étude, et aujourd'hui on est à pied d'œuvre. On a mobilisé le Conseil général là-dessus, grâce à son dévouement d'ailleurs, parce que beaucoup n'y croyaient pas. Et même beaucoup de désiradiers n'y croyaient pas, et beaucoup, même maintenant, n'y croient pas beaucoup. Il faudrait qu'ils le voient. Bon, je pense qu'ils verront d'ici janvier. Il s'agit maintenant pour les plongeurs de contrôler visuellement l'état du revêtement, le positionnement et les numéros des tubes. Ce contrôle, après pause, est complété d'une vérification du tracé. À chaque fois que le tube touche le sol, le plongeur place une bouée, ce qui permet la vérification en surface par visée. On a quand même vu des houles de 4 mètres, et ensuite des bateaux ne sont pas partis de Saint-François. Donc je peux vous dire que je ne mangeais pas beaucoup pendant ces moments-là. Et j'ai veillé pendant 2 jours, et je priais le bon Dieu pour que le tour puisse arriver, mais grâce aux moyens qui ont été mis en œuvre, il est bien évident qu'on a réussi. Nous sommes maintenant dans la phase de raccordement. Là encore, la performance est au rendez-vous. Avec une erreur d'1 pour 1000, soit 14 mètres sur 14 km, les tubes vont se rejoindre. La vue de ces 2 tronçons se dressant fièrement hors de l'eau est un motif de satisfaction pour tous. La tête du tronçon principal est relevée et la surlongueur du tube est découpée sur la barge. La même opération est réalisée sur le tronçon d'atterrage sous le regard attentif du personnel. Et c'est de nuit à la lueur des chalumeaux que la connexion a lieu. La méthode utilisée, comme pour toute la conduite, est celle du slip joint, qui assure la continuité parfaite du revêtement alimentaire intérieur. Cette méthode est rendue nécessaire par la qualité du produit transporté, de l'eau potable. Cette technique par emboîtement permet une soudure à clin à une distance suffisante pour ne pas détériorer le joint caoutchouc intérieur. Une dernière soudure éclaire la nuit d'une lueur bleue électrique. Après 1 mois de travaux, l'eau est prête à jaillir. L'espoir renaît à la désirade. Depuis le début de notre ère, l'eau a été une préoccupation tant sur le plan philosophique que sur le plan religieux, que sur le plan économique. Et actuellement même, c'est encore une préoccupation pour nous insulaires. Et c'est tout à l'honneur du Conseil général, je pense, il faut le dire, d'avoir pensé à l'installation d'une canalisation d'eau, d'abord entre Saint-François et Désirade, puis ensuite entre Terre de Haut et Terre de Bas, ce qui entraînera une diminution certaine du coût de l'eau pour nos populations, puis ensuite entre Trois-Rivières et les Saintes. Donc je pense que par cela permettra donc un développement certain sur le plan touristique et agricole et un développement économique de notre île.